toujours un plaisir de vous retrouver dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. Au 17e jour du naufrage Esther Miracle, le Premier ministre Alain-Claude Bilibinze a rencontré les familles des naufragés. Pour lui, il est temps de penser à l'enterrement des victimes. Dans la ville de Mouila, plusieurs jeunes se forment aux techniques de l'apiculture. Vous le verrez dans ce journal. Aux compétitions Afro-Can et Afro-Basket, les Panthères hommes et dames s'accrochent malgré la non-qualification pour la phase finale. Jeremy Ngoma nous donnera plus de précisions dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. En ouverture de ce journal, rencontre ce matin entre le Premier ministre, les rescapés et les familles des disparus du naufrage Esther Miracle. Cette rencontre avait pour objet les conditions de prise en charge des victimes et parents des victimes. Plus de précisions dans ce reportage avec Ruth Matsanga. Le gouvernement a mis en place un protocole de recherche pour la prise en charge des rescapés et des familles des disparus. Et pour le Premier ministre, les recherches se poursuivent en mer. D'accompagner les rescapés et les familles des disparus. On a reçu les rescapés pour les aider à repartir à Port-Gentil, pour ceux qui résident à Port-Gentil ou ailleurs, et le chef de l'État a mis en place un accompagnement pour eux. S'agissant des familles des victimes, il y a deux types de familles, deux situations en tout cas. Il y a la situation des familles qu'on a retrouvées encore. L'État les accompagne dans l'organisation des obsèques, à la demande du chef de l'État bien sûr, dans une solidarité nationale. Pour les autres familles qui n'ont pas encore trouvé les corps, nous continuons les recherches pour les aider à identifier, à trouver, à identifier les corps. Et on va également les accompagner. Nous n'avons pas arrêté les recherches et ne seront pas arrêtés pour le moment parce qu'on continue à rechercher les corps jusqu'à ce que tous on fasse le constat de l'impossibilité de retrouver et on avisera avec les familles de ce qu'il y a lieu de faire. Les autorités ont décidé de soutenir les familles frappées par le naufrage du navire Esther Miracle. Un engagement qui dénote d'une solidarité vis-à-vis de ces familles éprouvées. D'abord, il n'est pas décent de parler des montants d'argent dans ces circonstances-là. Il ne s'agit pas d'indemnisation parce que l'indemnisation veut dire que l'État a reconnu responsabilité à ce stade-ci. Il s'agit de soutenir les familles dans une solidarité nationale voulue par le chef de l'État pour les aider à accompagner et enterrer leurs morts. En ce qui concerne l'indemnisation, le temps viendra pour l'armateur de ces assurances et si l'État est reconnu responsable ou coupable par les juridictions compétentes, on avisera, mais ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Pour faciliter les procédures de délivrance des certificats de décès, un guichet unique est placé au niveau de la Croix-Rouge. Nous avons mis en place au niveau de la Croix-Rouge ici un guichet unique pour faciliter les procédures pour la délivrance et des certificats et des actes de décès et des permis d'inhumer. Tout cela fait ici au niveau de la Croix-Rouge par les services de l'État qui sont habilités à le faire. Notons que les obsèques seront plutôt individuelles et non nationales. Chaque famille se fera le plaisir d'enterrer individuellement son parent disparu, a précisé le Premier ministre Alain-Claude Bilibinze. Les rescapés du naufrage du bateau ferry Esther Miracle, désormais délocalisés à la Croix-Rouge de Libreville. Là-bas, ils ont bénéficié d'un soutien multiforme de la part de cette organisation. Grâce Affection, chef nutritionniste à la Croix-Rouge, nous édifie au micro de Ruth Matsanga. Chaque jour, au niveau de la Croix-Rouge, nous recevons des naufragés qui passent dans différentes structures mises à leur disposition, soit aux objets trouvés, appui psychologique, identification. Et après, ils sont invités à se restaurer chaque matin par un petit déjeuner et à midi par un dîner complet avec des jus, des fruits, ainsi de suite. Bon, pour l'instant, nous ne savons pas combien de temps ça va durer. Vous-même, vous avez vu que le Premier ministre était là. Donc c'est un rapport de ce qui va être conclu que nous allons aussi savoir combien de temps nous allons recevoir les naufragés dans nos murs. Et au début, lorsqu'ils sont arrivés ici, ils étaient tous, il faut le comprendre, tristes, abattus. Ils étaient tous dans un même bateau, des autres ont péri, les autres ont réussi à survivre. Et lorsqu'ils se retrouvaient ici, ils étaient un peu abattus, mais au fil de chaque jour, ils ont réussi à reprendre le dessus, ils ont réussi à ce que nous appelons à faire une résilience de soi. Donc chaque jour, comme vous le constatez,
Ce n'est plus la tristesse, c'est la joie, ça rigole, ça blague. Et pour nous, c'est un baume au cœur. Célébration hier de la journée mondiale de la tuberculose. Un instant sur le cas de cette dame que nous appelons affectueusement Mama Jeanne, dans le souci de préserver son anonymat. Cette femme infectée puis internée au centre hospitalier de Nkembo. Chimé Nindon nous en dit plus dans ce reportage. Tout a débuté chez cette maman par une infection pulmonaire qu'elle traîne depuis longtemps. Dans sa récente chute due à cette infection, maman Jeanne s'est rendue à l'hôpital de Nkembo pour ample information concernant son état de santé. C'est après avoir fait des examens prescrits par le médecin que maman Jeanne découvre qu'elle est infectée. Quand je suis encore tombée malade, je suis venue ici, là. On m'a fait la radio. C'est là où il a trouvé la maladie. Et il m'a posé la question que est-ce que tu as d'abord eu la tuberculose? J'ai dit que non, je n'ai jamais eu ça. Là, on m'a déclaré aujourd'hui, là, tu as déjà la tuberculose. J'ai dit que non, je vais te hospitaliser. Je vais t'interner aujourd'hui. Tu ne parles plus à la maison. Internée depuis un mois au sein de cette structure hospitalière, maman Jeanne dit suivre scrupuleusement son traitement. À 5 heures, on nous donne les 3 comprimés. On avale devant les infirmiers et on nous demandait de boire l'eau et de manger beaucoup. Par jour, on doit boire 3 ou 4 litres d'eau. Les comprimés là sont gratuits. Accepter la maladie a été la première force de cette maman. À cela se greffe le soutien apporté par sa famille biologique et religieuse. J'ai le soutien de la famille, surtout mes enfants. Je n'ai que les enfants et les parents. J'ai le soutien de ma famille puisqu'ils viennent me rendre visite. J'ai le soutien aussi à mon église. La lutte contre la tuberculose nécessite une action concertée de tous les acteurs, des communautés et des entreprises jusqu'aux gouvernants, en passant par la société civile et autres. Plusieurs jours après le passage du cyclone Freddy en Afrique australe, l'OMS réagit en apportant une aide massive aux sinistrés, une aide essentiellement médicale. Leslie Nanaka pour le récit. Après s'être abattu sur Madagascar, le Malawi et le Mozambique, le cyclone Freddy laisse derrière lui d'énormes dégâts en général et en particulier sur le plan sanitaire. Dans ces 3 pays d'Afrique australe, le cyclone Freddy s'est propagé dans un contexte déjà marqué par des épidémies de choléra, exposant les populations à des risques sanitaires majeurs, entre autres la propagation rapide de ces épidémies et d'autres maladies comme le paludisme, la malnutrition et même le Covid-19. Le cyclone a laissé dans son sillage une situation humanitaire épouvantable. Plus de 300 facultés de santé, y compris des centres hospitaliers universitaires, ont été détruites ou inondées à Madagascar, au Malawi et au Mozambique, privant les communautés d'un accès adéquat aux services de santé. Les dégâts considérables, les inondations et les pluies torrentielles ont touché plus de 1,4 million de personnes dans ces 3 pays et ont mis à rude épreuve les capacités des systèmes de santé. Pour répondre efficacement au choléra dans ces pays, l'Organisation mondiale de la santé a dépêché une assistance humanitaire renforcée, entre autres personnel de santé et traitement sur place. Nous avons expédié près de 184 tonnes de matériel de laboratoire, de traitement et d'autres fournitures médicales essentielles pour renforcer la réponse à l'épidémie de choléra et nous avons décentralisé cette opération de réponse dans les districts les plus touchés. Nous avons également formé plus de 1500 agents de santé dans les 3 pays touchés à la surveillance des maladies, aux soins cliniques et à la mobilisation des communautés afin d'obtenir le soutien de l'opinion publique. Au total, 12 pays d'Afrique connaissent actuellement des épidémies de choléra et dans certaines de ces régions, ces épidémies sont exacerbées par des phénomènes climatiques comme c'est le cas avec le cyclone Freddy. Débutée le 22 mars, l'édition 2023 de la Conférence des Nations Unies sur l'eau s'est achevée le 24 mars à New York. Sur un nouvel ordre du jour et des actions audacieuses, Estelle Mbam nous en dit plus. Can I count
Puis-je compter sur vous pour entamer ce nouveau chapitre de transformation et avancer ensemble avec détermination sans laisser un dernier? Excellence, je tiens le bouton démarrage ici dans ma main. Puis-je appuyer sur ce bouton en votre nom et en celui des États membres? Ai-je votre soutien? L'appel est lancé à l'issue de la conférence des Nations Unies sur l'eau 2023 qui s'est tenue à New York. Les parties prenantes se sont engagées pour un programme d'action pour l'eau, un plan d'action contenant près de 700 engagements pour protéger l'eau. Ces 3 jours ont été stimulants. Nous avons amené le monde à New York. Maintenant, nous pouvons apporter une action sur l'eau dans le monde. Une vision ambitieuse selon le secrétaire général des Nations Unies qui a rappelé la nécessité pour l'eau d'être au centre de l'agenda politique mondial. Tous les espoirs de l'humanité pour l'avenir dépendent d'une certaine manière de l'élaboration d'une nouvelle voie scientifique pour donner vie au programme d'action pour l'eau. Ils dépendent de la concrétisation des engagements révolutionnaires, inclusifs et orientés vers l'action prise par les États membres et d'autres lors de cette conférence. En soutien au programme d'action transformateur pour l'eau, 300 milliards de dollars de promesses ont été faites avec un potentiel de débloquer au moins 1000 milliards de dollars de gains socio-économiques et écosystémiques pour le président de l'Assemblée générale. Si le résultat de cette conférence n'est pas un document juridiquement contraignant, il tourne tout de même une page de l'histoire. À présent, hors de nos frontières, précisément au Rwanda, la construction des logements qui, selon les accords signés en 2022 avec le Royaume-Uni, accueilleront les demandeurs d'asile déportés car arrivés illégalement sur le territoire anglais se poursuit. Le projet est néanmoins toujours contesté par les Nations Unies et l'opposition des 2 pays. Silena Niman pour le reportage. L'exécution de l'accord entre le Rwanda et le Royaume-Uni se dessine. Le Rwanda a entamé la construction de logements pour l'arrivée prochaine des migrants. L'accord prévoit la relocalisation des demandeurs d'asile britanniques vers le Rwanda. Financé par Londres à hauteur de plus de 91 milliards de francs CFA, il vise à dissuader les traversées clandestines de la Manche. Les maisons seront non seulement destinées aux migrants, mais aussi aux Rwandais à faible revenu qui ne possèdent pas de terre ou de maison. Mélanger les Rwandais et les migrants, c'est une bonne chose. Parce que ça va aider d'un côté les Rwandais à habiter dans des endroits, je dirais, modernes. Mais ça permettra également de l'autre côté aux migrants d'être intégrés facilement dans la communauté rwandaise. Comme on l'a dit, on ne peut pas faire des camps des migrants à part et des Rwandais qui habitent de l'autre côté. Donc quand ils sont dans les résidences de transit, il y a des éléments administratifs qui vont être arrangés à partir de là. Mais quand c'est fini, ces personnes, ces migrants doivent s'intégrer dans la communauté rwandaise. Donc les résidences Bwiza, c'est un exemple des bâtiments, des maisons qui vont être construites pour que les migrants puissent aller habiter là-bas avec les Rwandais, pour qu'ils puissent s'intégrer. À son annonce, l'accord a suscité de vives critiques de groupes de défense des droits humains, de personnalités de l'opposition dans les 2 pays et même des Nations Unies. Le gouvernement britannique a pour projet d'interdire aux migrants arrivés illégalement, le plus souvent en traversant la Manche en bateau pneumatique, de demander l'asile au Royaume-Uni et veut les transférer dans des pays tiers comme le Rwanda. La ministre de l'Intérieur britannique Suella Braverman s'est rendue au Rwanda pour y défendre cette politique qu'elle a qualifiée d'humanitaire et de compatissante, malgré les critiques des organisations des droits humains et des Nations Unies. Sur une photo devenue virale, on voit la ministre rire aux éclats devant le site de construction de logements destinés aux demandeurs d'asile expulsés par le Royaume-Uni. Une photo vivement critiquée sur les réseaux sociaux face à cette initiative que certains qualifient d'esclavage moderne et des logements qualifiés de camps de concentration. Fête de l'Annonciation ce 25 mars par les chrétiens catholiques que commémorent les chrétiens ce jour-là. Les détails dans ce reportage avec Chimène Nindon. Tous les 25 mars, l'Église catholique célèbre la fête de l'Annonciation. Cette fête met en exergue l'annonce faite à la Vierge Marie par l'ange Gabriel
de sa maternité divine. L'Annonciation, c'est une bonne nouvelle que le Seigneur apporte à tout être humain, à l'humanité. Le Dieu vient nous visiter. Il s'est fait incarner, il est devenu chair par la Sainte Vierge Marie, notre mère, la mère de Dieu. Donc l'Annonciation, c'est une bonne nouvelle, c'est le Seigneur qui vient nous visiter. L'ange Gabriel explique qu'elle portera l'enfant Jésus en son sein tout en restant vierge. Cette naissance qui prend chair n'est pas le résultat d'une paternité humaine, mais le fruit d'une intervention créatrice de l'Esprit. Quelle joie immense de célébrer l'Annonciation. Cette fête en tant que chrétienne catholique représente une grande joie pour nous, parce que notre Dieu créateur qui descend du ciel pour venir nous visiter, c'est une grande joie, c'est une joie immense. Elle est très immense, notre joie. Tout comme la fête de Noël, de la Pentecôte et bien d'autres, celle de l'Annonciation mérite aussi qu'on pose des actes. Nous posons les mêmes gestes pendant cette fête. Il y a des autres qui vont dans les orphelins, visiter les orphelins. On fait beaucoup de dons, on fait des grâces. Ça dépend. Cet épisode de la fête de l'Annonciation est raconté dans la Bible par l'évangéliste Luc, notamment au chapitre 1, versets 26 à 38. À présent, à l'intérieur du pays, précisément à Muila, dans la province de Langounié, plusieurs jeunes et d'autres volontaires ont été initiés à l'apiculture par la direction provinciale de l'agriculture. Estelle Mvam nous fait le point. Présence effective des Molvillois à cette formation animée par un expert du Fonds mondial pour l'alimentation FAO. Ils ont eu droit à un exercice pratique d'initiation aux techniques de production, d'entretien et de récolte de miel sauvage. Moi, ce n'est pas le miel qui m'intéresse. Moi, c'est le général là qui m'intéresse. Parce que dès que j'ai tenu le général, tu vois comment tout vient. Parce que qui tient le général tient l'armée. Regardez comment tout vient pour moi. Donc, je vais prendre ce qu'on appelle une cage à reine. Donc, je vais l'emprisonner à l'intérieur de cette cage à reine. Dès l'instant où je l'ai embrigadé à l'intérieur, elle ne peut plus fouiller. Et je vais mettre maintenant dans ma ruche. Et là, je vais faire tout le temps. Je peux même quitter ici à boire ma bière. Tous ceux-là ne vont pas partir, tous vont être là. Je peux aller même dormir, me reposer, je reviens à 15h, je vais les trouver là. Quand j'arrive. Parce que le général est là. Qui tient, le général tient l'armée. Et dès que je l'ai tenu là, la preuve c'est que vous êtes devant les abeilles. Est-ce qu'elles vous ont quitté? L'activité peu connue du public est rentable, mais nécessite le respect de certains principes. Lui qu'il ne faut pas utiliser, parce qu'elles appellent souvent les abeilles, qui peuvent aussi appeler les fourmis. Donc il y a des produits que vous ne devez pas utiliser pour amorcer les ruches. Exemple de produits. Le sucre, quoi encore? Rappelons que ces formations animées par la direction provinciale de l'agriculture dans Langounié cadrent parfaitement avec son projet de redynamisation des centres d'appui technique relevant de sa responsabilité. À Oyem, le lycée Richard Nguema-Bekale souffle sa 65e bougie. Plusieurs activités socio-culturelles ont été organisées à cette occasion dans l'enceinte de l'établissement. Jack Dougassa nous en dit plus. Ambiance électrique au lycée d'État Richard Nguema-Bekale de Yem. L'établissement célèbre son 65e anniversaire sous le signe de la maturité du devoir accompli. Pour marquer d'une pierre blanche ces moments, plusieurs activités ont été organisées sur le plan sportif. Gymnastique, arts martiaux, football et bien d'autres. Sur le plan culturel, un concours d'art culinaire a permis aux invités d'apprécier la qualité des mets du terroir cuisinés par les filles du dit établissement. Les dames de l'établissement et nos élèves filles que voici ont décidé de faire quelques mets du terroir. À savoir, nos élèves filles ont imité certains mets traditionnels pour voir si elles étaient capables d'égaler les mamans qui ont fait exactement les mêmes. Donc, nous allons donc vous inviter à déguster les mets des mamans. Le lycée d'État Richard Nguema-Bekale est le plus grand établissement de la commune de Yem avec un effectif de plus de 4000 élèves. Il a été créé en 1958 et formé plusieurs cadres du pays.
Actuelle lanterne rouge après la 13e journée du championnat national de la première division, l'Union sportive d'Oyem va très mal. Les supporters et habitants de la ville d'Oyem se questionnent et pointent du doigt au bureau comité exécutif du club qui doit agir au plus vite. Jeremy Goma pour le reportage. Les fils et filles de la ville d'Oyem sont désormais confrontés à une situation de crise. Un véritable casse-tête pour ces populations qui ont jeté tout leur dévolu pour le club de leur ville. L'Union sportive d'Oyem, qui figure dans le ventre mou du classement général du championnat national de première division, encore appelé National Foot 1. Il est donc impératif qu'il y ait une rencontre d'urgence dans l'optique de trouver des solutions pour sauver le club de cette léthargie. En ce qui concerne l'Union sportive d'Oyem, mais bon, ce n'est que la phase aller. Ce n'est que la phase aller. Toutes les équipes ont encore leur destin dans les mains. Au regard de tout ce tout ce qu'on a vu sur le terrain, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas en interne. Le coach doit pouvoir revoir son système ou ses systèmes de jeu pour amener le club et moi à se surpasser, parce que être dernier, nous ne connaissons pas ce rang-là. Et moi a l'habitude, n'est-ce pas, d'être dans les 3 premières places. Et nous exhortons, nous demandons déjà aux gars de mouiller le maillot, parce que nous venons au stade, même si 500 francs c'est pas beaucoup d'argent, mais nous dépensons cet argent et nous voulons les encourager de telle sorte à ce qu'ils puissent représenter valablement notre très cher province. Les conditions liées au logement, à la restauration, aux primes impayées des joueurs sont une véritable problématique, ce qui pousserait certains joueurs à vouloir quitter le club. Les joueurs qui ne demandent qu'à vivre dans de meilleures conditions décentes et ne souhaitent plus aller à pied au stade comme il y a quelques jours lors de la 13e journée du championnat. Tout va très mal à l'Union sportive d'Oyem. Il faut plus que jamais des solutions palliatives. Le président Touré Aseko devrait donc prendre cet épineux problème à bras le corps. Toujours en sport, les Panthères du Gabon rentrent à la maison après une compétition pleinement remplie du 19 au 25 au Cameroun. Une deuxième place du groupe derrière le pays hôte, le Cameroun qui lui sera représentant de la zone 4 pour la phase finale de l'Afro-Basket en Angola. Jeremy Goma. Après avoir perdu lors du match de son entrée en lice face au pays hôte le Cameroun, lors de cette rencontre perdue 71 contre 80, se sont très vite réveillés lors du match suivant face à la République centrafricaine 110 à 36. Puis ont enchaîné un second succès face au Tchad. Il faut dire que le public gabonais a été d'un apport considérable dans la dynamique positive qui a habité la tanière après le premier match. La qualité du jeu proposé par les joueurs du sélectionneur Jod Masnoudji a été bonne, bien que tardive dans la compétition, puisque malgré cette bonne prestation des Panthères du Gabon, elles ne représenteront pas la zone 4 pour la prochaine compétition prévue en Angola. Elles terminent donc deuxième du groupe derrière le Cameroun. Arrivées en terre camerounaise pour faire bonne figure, les Panthères du Gabon rentrent à la maison avec le sentiment du devoir accompli pour cette prestation qui n'était pas forcément attendue par les adeptes de cette discipline qui voyaient cette sélection nationale aller au Cameroun en victime expiatoire. Le travail devra donc continuer pour préparer les compétitions fédérales dans le respect scrupuleux du calendrier établi par la Fédération gabonaise de basketball. Et voilà, c'est la fin de votre édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Portez-vous bien. Au revoir.